Bonjour, vous venez de commencer la lecture d'un podcast pas comme les autres. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit lecture, car aujourd'hui, c'est un livre que nous allons ouvrir ensemble. Allez-y, tendez la main et prenez-le. Il est juste là, sur l'étagère. Celui-là, oui, Beyond Digital. Ce n'est pas de la science-fiction, quoique on pourrait presque y voir une sorte de roman d'anticipation. Oui, il y a de ça, parce qu'à l'intérieur, vous allez découvrir comment quelques grandes entreprises ont devancé le changement, comment elles ont flairé que leur modèle touchait à ses limites. Oui, mais comment ? Je suis Raphaël Duchemin et je vais tourner en quelque sorte les pages pour vous aujourd'hui. Il était une fois 12 entreprises qui dominaient leur secteur respectif. Toutes avaient vécu l'avènement du numérique il y a 30 ans et toutes s'étaient appropriées ce fabuleux outil qui était devenu le digital. Elles auraient pu vivre sur leur laurier et ne pas sentir le vent du changement. Mais à leur tête, des leaders éclairés avaient compris qu'il fallait réinventer le business model pour ne pas perdre leur compétitivité et bien sûr pour rester dans la course. PwC en direct. Bonjour Pierre Pellado. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé au sein de l'équipe de conseil en stratégie, spécialisée justement sur les questions de transformation en digital chez PwC. Avant d'ouvrir justement le tout premier chapitre, dites-moi ce qui a poussé PwC et ses deux auteurs à s'intéresser à ce sujet de cette manière-là. En fait, le titre du livre, c'est Beyond Digital, donc en français, au-delà du digital. Et effectivement, ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que les entreprises se posent la question de comment se digitaliser. Donc, elles digitalisent ce qu'elles font déjà aujourd'hui, leur process, leur interface client, etc., mais sans se poser la question fondamentale de qu'est-ce que cela change pour eux en termes de présence sur le marché, en termes de business model. Donc, elles digitalisent, mais ce que ces auteurs disent, en fait, c'est qu'il faut aller au-delà de cette digitalisation pour vraiment avoir les effets. Le digital est un atout, mais il ne suffit plus. La concurrence a changé. C'est aussi ça qui nécessite peut-être de s'adapter en quelque sorte au changement. Oui, c'est cela en fait. Le digital aujourd'hui, on dit en anglais, c'est un table stake. Donc c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc il faut aller au-delà en fait du digital si on veut vraiment vaincre sa concurrence. Il y a une révolution de la demande, de l'offre, une transformation du contexte aussi. Ce sont ces éléments-là qui nous obligent finalement à aller au-delà, comme vous dites. Tout à fait. Donc, il y a une révolution de la demande. Donc aujourd'hui, les clients ont une pléthore d'offres. Il suffit d'aller sur Internet et on trouve absolument de tout. Et on peut d'ailleurs désagréger en fait sa consommation. Il ne suffit pas d'aller chez un seul fournisseur pour avoir toute l'offre qu'on souhaite avoir. On peut aller faire du pick and choose. Il y a aussi une révolution de l'offre. Si on regarde par exemple Airbnb est le plus grand en fait, hôtelier au monde sans posséder une seule chambre d'hôtel. Et il y a aussi une transformation assez importante du contexte ces dernières années. Donc tout le monde est conscient du changement climatique. Il y a la guerre en Ukraine. Donc la conscience des consommateurs a aussi changé. Ils ne veulent pas que consommer le moins cher, consommer le plus facile. Ils veulent aussi consommer de façon équitable. Et puis cette redistribution des cartes sur Internet, elle permet aussi finalement aux TPE et aux PME d'exister à côté des grands, à côté des mastodontes. Ça veut dire que ça diminue en quelque sorte peut-être aussi le pouvoir des acteurs historiques. C'est ça que ça permet, le digital ? Alors, on pourrait croire cela, mais ce n'est pas nécessairement vrai. C'est vrai que le digital permet de désagréger en fait une chaîne de valeur et de travailler dans un écosystème, mais il existe quand même des acteurs qui maîtrisent ces écosystèmes, en fait, qui ont les plateformes. Donc il faut pouvoir s'insérer dans ces plateformes ou alors en créer une. Comprendre que la transformation opérée ne suffit plus pour conserver ses clients est une chose. Amorcer la remise en question pour se repositionner en est une autre. Or, toutes ont su réinventer la place de leur entreprise dans le monde. Ce qui est frappant finalement, c'est à quel point les entreprises comme Philips, qui est l'un des modèles étudiés, comment elles sont capables d'arriver à se remettre en question, de dire « Ok, on va revoir notre échelle de valeur ». Ça, c'est quand même assez bluffant quand on voit à qui on s'adresse. Philips, ça n'est pas une TPE, ça n'est pas une PME, c'est un grand groupe. Donc ça demande énormément de
de remise en cause, de remise en question. Alors, ce qu'ont montré les auteurs de ce livre, c'est que les sociétés qui ont réussi à révolutionner leur marché l'ont fait à travers 7 leviers, disons. Effectivement, un de ces leviers, le premier de ces leviers, c'est comment réimaginer la place de l'entreprise dans le monde d'aujourd'hui. Donc si on prend l'exemple de Philips, Philips qui était une entreprise très diversifiée, qui faisait des télévisions, des lecteurs de CD. Aujourd'hui, c'est complètement recentré en fait sur la santé, donc sur les équipements de la santé, mais en imaginant en fait le parcours du patient. Donc pas en imaginant quels sont les produits que je vais produire, mais en imaginant comment est-ce que le patient va parcourir en fait un parcours en utilisant les produits que Philips peut offrir. Donc ils ont utilisé le digital pour réimaginer en fait leur positionnement dans ce monde en fait dans lequel ils évoluent. Elles auscultent en quelque sorte les changements du consommateur, elles se mettent à sa place. C'est un peu ça qu'elles font dans l'exemple que vous citiez, en se disant si je partais de zéro aujourd'hui, comment est-ce que je ferais finalement si j'avais à rebâtir un Philips ou une entreprise en changeant de modèle. Parce que ce qui est important aussi dans la façon de concevoir les choses de ces entreprises, c'est qu'ils partent finalement du client. Quel est le besoin fondamental qu'a le client ? Quels sont les résultats, en fait, en anglais les outcomes, que je peux produire pour ce client ? Et comment je peux assembler, soit par moi-même ou à travers un écosystème, en fait, une réponse en fait, pour répondre à ces besoins du client. Cette capacité-là, elle est salutaire quand on a une entreprise, petite ou grosse d'ailleurs. Cette remise en question, c'est vraiment un levier essentiel pour passer les crises. Alors, la question fondamentale à laquelle une entreprise doit répondre, c'est comment est-ce que je crée de la valeur pour mes clients ? Et comment est-ce que je peux aller plus loin pour créer de la valeur pour mes clients en utilisant les leviers du digital ? Malgré le pouvoir que détiennent certains grands groupes, ils ne doivent pas négliger l'environnement dans lequel ils évoluent. Au contraire. Et celles qui nous servent d'exemple aujourd'hui l'ont compris. À plusieurs, on est plus fort. Il faut donc s'appuyer sur notre écosystème pour créer de la valeur. Pierre Pellado, aujourd'hui, plus aucune entreprise ne peut faire face seule. Elle a besoin d'aller chercher les compétences là où elles se trouvent, à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors, il y a un bon exemple d'un acteur qui a réussi à s'appuyer sur un écosystème dans lequel il évolue. C'est l'exemple de Komatsu. Komatsu, c'est une entreprise japonaise qui fournit des équipements pour la construction de bâtiments. Donc c'est un business relativement simple. Je fournis en location à des entreprises qui construisent des immeubles de l'équipement. Ce qu'ils ont compris, c'est que quand ils fournissaient ces équipements, ils pouvaient y associer des capteurs IoT sur ces équipements pour collecter des données. Mais eux n'avaient pas la compétence requise pour exploiter ces données. Donc ils ont choisi en fait d'ouvrir la plateforme des données qu'ils collectaient à l'écosystème pour que d'autres acteurs puissent construire à partir de ces données des solutions qui utilisent bien sûr les équipements de Komatsu pour répondre aux besoins des clients. C'est aussi un changement de mentalité, d'organisation au sein même d'une entreprise, du coup, qu'on propose quand on innove comme ça. Ah, tout à fait. Dans le cas de Komatsu, ils ont créé un business unit à part en fait, pour créer en fait, cette plateforme de données et la mettre à disposition et animer l'écosystème d'acteurs qui pouvaient utiliser ces données. Ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, c'est que ça met en évidence l'importance des partenariats. On reconnaît qu'on n'a ni le temps, ni les moyens de former à toutes les compétences, qu'on accepte finalement de déléguer à ceux qui savent faire. Alors ça, c'est un autre point important de la philosophie de ces auteurs, c'est que chaque entreprise a un certain nombre de compétences clés qui la distinguent en fait de tous les autres, mais ces compétences ne permettent pas toujours de répondre à tous les besoins des clients. Donc, effectivement, s'associer à d'autres qui ont des compétences nécessaires permet justement de créer des solutions qui répondent in fine aux besoins des clients. Et il faut donc construire en fait cet écosystème qui est aussi basé sur finalement une sorte de confiance et d'échange. C'est la base de tout ce qui est commercial. Je suis en demande aujourd'hui, mais je peux peut-être apporter demain mon expertise. Finalement, c'est le principe du gagnant-gagnant. C'est le principe du gagnant-gagnant et c'est le principe aussi de la compétition et de la coopération. C'est-à-dire parfois on est concurrent,
mais parfois on coopère ensemble pour trouver les meilleures solutions pour nos clients. Dans un monde qui change, où le digital a mis les entreprises au même niveau, qu'elles soient grandes ou petites, il faut pouvoir tirer son épingle du jeu, établir une relation privilégiée avec le client. Bien le connaître, qu'il se sente à part, qu'on sache cibler ses besoins, c'est un atout supplémentaire dans la construction du modèle de demain. Pierre Pellado, quand on parle justement de la construction de ce modèle, on voit bien que le consommateur a besoin finalement de savoir qui lui vend ses services ou ses produits d'ailleurs, et que ses valeurs à lui, le consommateur, soient clairement affichées et qu'il puisse les retrouver dans l'entreprise. Alors effectivement, bien connaître ses clients, bien connaître les besoins de ses clients, bien connaître comment les clients consomment vos produits, c'est un atout absolument indispensable pour réussir sur le marché. Un bon exemple de cela, c'est Adobe. Donc Adobe, qui est un éditeur de logiciels qui est bien connu, auparavant vendait ses produits sous forme de licence à ses clients. Donc on achetait une licence, on possédait le software. Mais aujourd'hui, Adobe offre ses produits sous forme d'abonnement, sur des plateformes cloud. Donc les logiciels sont toujours mis à jour, c'est un avantage bien sûr. Mais ce qui est plus important, c'est que cette forme de consommation des produits d'Adobe permet à Adobe de connaître comment les clients utilisent leurs produits. Comment ils les utilisent bien, comment ils les utilisent mal, et quand ils ne savent pas les utiliser, comment les aider en faisant évoluer le produit. Donc cette connaissance intime de comment le client utilise vos produits est un avantage incommensurable. L'étude dit « Establish a foundation of purpose and trust ». Il y a vraiment cette notion de confiance aussi qui apparaît dans la relation entre l'entreprise et le client. Ça, c'est essentiel dans finalement ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Oui, effectivement, le client est volage. Donc, il peut aller d'une entreprise à l'autre. Et d'ailleurs, beaucoup de clients le font. Et donc, si on n'a pas établi cette notion de confiance, et si le client n'a pas confiance que l'on respecte les règles d'éthique, qu'on respecte l'environnement, on ne peut pas établir cette relation de confiance. Et donc, effectivement, c'est très important. Qu'est-ce qu'on affiche ? Comment on montre au client qu'il peut avoir confiance et qu'il y a cette transparence qui est là ? On est obligé de tout rebâtir parce qu'au départ, les entreprises ne s'étaient pas pensées comme ça. Elles sont obligées finalement d'ouvrir les portes et les placards. Tout à fait. Elles doivent ouvrir les portes et les placards, mais aussi vraiment se concentrer sur qu'est-ce que je fais pour répondre à ce besoin du client. Et quand je le fais, rendre cette fourniture de services vraiment absolument transparente et permettre au client aussi d'agir sur ce que j'offre pour lui. Donc quand je disais Adobe collecte les informations sur ses clients, bien sûr c'est intéressant, ça lui donne une vision sur comment le client consomme ses produits, mais on peut aussi donner la parole au client, laisser le client s'exprimer, dire ce qu'il souhaite avoir. Certaines entreprises, d'ailleurs, ont fait ça quand ils ont lancé des nouvelles marques. Elles ont cherché, plutôt que de faire des études de marché, faire des focus group, elles ont simplement demandé aux internautes qu'est-ce que vous aimeriez avoir ? Si je vous offre ce produit-là, est-ce que vous préfériez avoir plus de features ou est-ce que vous préfériez avoir un prix moins cher ? Parce que l'entreprise est d'abord une entité économique, elle se doit évidemment d'obtenir des résultats. Mais ils ne seront au rendez-vous que si l'équipe est embarquée et que tout le monde adhère aux nouvelles méthodes. Pierre Pellado, l'entreprise gagne quand elle développe d'autres méthodes, on vient d'en parler, de travail. Il faut accepter en clair de mettre autour de la table Jean-Michel de la compta, Henri du service RH et Marie de l'informatique, même si de prime abord, ce n'est pas forcément leur sujet. Oui, ça c'est une question très importante, notamment pour les très grands groupes qui sont souvent organisés par BU autour de produits, par exemple, qui deviennent au fil des années des baronnies, et c'était le cas typique de Microsoft, qui était arrivé à bout de souffle de son modèle, qui avait développé un modèle avec la vision de Bill Gates, qui était un PC dans chaque foyer. Mais pour réussir cette vision, en fait, Microsoft s'était organisé par ligne de produits. Et ceci a créé des baronnies qui empêchaient finalement Microsoft de vraiment répondre aux besoins fondamentaux du client. Donc Satya Nadella, quand il est arrivé à la tête de Microsoft, a compris cela
Et il a complètement transformé l'organisation de Microsoft pour combiner en fait toutes les compétences de Microsoft pour répondre aux besoins du client. Donc les compétences d'une industrie, par exemple, les gens chez Microsoft qui connaissent une industrie, les connaissances techniques, donc les ingénieurs qui connaissent les produits, et les compétences marketing qui connaissent en fait comment les clients vont utiliser les produits. Et c'est cette combinaison en fait de toutes les compétences orientées clients qui ont vraiment transformé Microsoft aujourd'hui. Est-ce que ça vous va si on dit par exemple, on développe l'esprit d'équipe, l'esprit team finalement, pour faire émerger les fameux soft skills? Oui, alors c'est un autre bon exemple. Microsoft, Satya Nadella, quand il a changé cette façon d'organiser Microsoft, a aussi changé son comité exécutif. Donc il a amené bien sûr du sang nouveau, mais il a surtout changé les objectifs en fait, de ses membres du COMEX. Plutôt que d'avoir des objectifs autour d'un PNL, autour d'une croissance des revenus, il a aussi donné à chacun des objectifs communs qu'il ne peut pas réaliser seul, qu'il doit réaliser en collaborant avec les autres membres de son COMEX. On ne le fait pas à la marge. Si je vous entends bien, on le fait de manière pérenne et sur tous les sujets. C'est aussi ça qui fait que l'entreprise va arriver à brainstormer et à avancer. Ah oui, c'est pas à la marge, hein. C'est une transformation fondamentale. Dans le cas de Microsoft, c'est une transformation à 180 degrés par rapport à la façon dont Microsoft fonctionnait auparavant. Et d'ailleurs, on a vu que ça leur a réussi, puisque Microsoft est devenu une des 3 premières plus grandes capitalisations en fait, au monde. C'est donc une redistribution des cartes en interne qu'il faut aussi opérer. Accepter de rebattre le jeu pour une nouvelle donne, pour stimuler l'intérêt et l'envie des collaborateurs. On parle, Pierre Pellado, d'inverser ce qu'on appelle les points d'attention des collaborateurs. Parce que manifestement, ça fait ses preuves. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Alors effectivement, je disais tout à l'heure que les clients sont volages, les collaborateurs sont aussi volages, surtout dans le monde d'aujourd'hui. On parle aux États-Unis de la grande démission, qu'on voit d'ailleurs poindre en France aussi. Donc il faut donner un sens aux collaborateurs, pas seulement chercher à le garder à travers la rémunération, à travers les bonus, mais vraiment donner un sens, définir un nouveau contrat social avec ses collaborateurs, en montrant que l'on travaille, que l'entreprise a un sens, en montrant qu'eux ont un rôle au sein de l'entreprise pour réaliser ce sens pour les clients. En fonction des priorités qui vont être établies, la manière dont le leader va aussi peut-être les aborder, ça va justement induire le comportement des collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui peut justement faire changer les équipes ? Alors, c'est une très bonne question. Dans ce monde, au-delà du digital, le leadership doit être complètement repensé. La place du leader n'est pas la même qu'elle était auparavant. Le leader n'est pas quelqu'un qui commande. Donc, il doit être stratégique et en même temps pragmatique. Il doit être à la fois technologue et humain. Il doit savoir comment les collaborateurs utilisent les technologies, puisque, in fine, ce sont les collaborateurs qui exécutent la stratégie, peu importe la technologie qu'on a. Il doit penser global, mais en même temps, il doit s'attarder à ce qui est local, aux besoins locaux des collaborateurs ou des clients. Donc, c'est toute la structure pyramidale en fait, de l'entreprise qui est revisitée. Complètement. Nos entreprises modèles, elles ont aussi, moi ça m'a frappé, un autre point commun. Pour que le changement se diffuse un petit peu à tous les étages, elles ont accepté de mettre finalement le collaborateur au centre du modèle. On ne parle plus de on décide et ils exécutent en quelque sorte, mais cette décision elle est commune et le rôle du collaborateur est remis au centre. On parle depuis plusieurs années déjà, et nous, chez PwC, on a fait ce genre de transformation de l'agilité à l'échelle, dans tout ce qui est développement de software ou mise en place en fait, de nouveaux systèmes d'information. Cette agilité, cette façon de travailler en mode agile à l'échelle, on peut aussi la répliquer dans toute l'entreprise. Et donc les collaborateurs, en fait, prennent le pouvoir et définissent sur le terrain la façon dont on peut mieux répondre aux besoins du client. On parle carrément de réinventer, vous le disiez tout à l'heure, le contrat social, une idée chère à Rousseau. En quoi c'est innovant finalement ? Je ne sais pas si c'est innovant, mais c'est clairement différent de ce que les entreprises, la plupart des grandes entreprises notamment, faisaient auparavant.
Est-ce que les leaders sont tous prêts ou est-ce qu'ils vont penser qu'ils perdent leur pouvoir, qu'ils ne tiennent plus les rênes ? Alors, ce qui est curieux, c'est que ceux qui ont compris ce nouveau paradigme et qui ont réinventé leurs entreprises ont tendance à créer énormément de valeur et à rester en fait, finalement plus longtemps à la tête de leur entreprise. Ceux qui ne l'ont pas compris, le changement s'occupera d'eux. C'est le contraire en fait qui se passe quand le collaborateur est au centre. Il devient lui-même en quelque sorte moteur de la transformation et c'est aussi une manière de le réengager, de permettre à ce qu'il s'investisse davantage dans l'entreprise. Alors c'est une manière de le réengager, absolument, et in fine, c'est le collaborateur qui exécute la stratégie que l'on souhaite exécuter. Sans le collaborateur, on n'y arrivera jamais. Donc si on n'arrive pas à lui faire comprendre en fait quelle est la stratégie et quel est son rôle pour exécuter cette stratégie et qu'on ne lui donne pas les moyens de le faire, la stratégie ne sera jamais exécutée. Maintenant qu'on a repensé l'organigramme, qu'on a disrupté à peu près tous les étages de la fusée, si on s'attaquait aux certitudes du boss, on en a déjà dit un petit mot, mais oui, nos entreprises leaders, vous allez le voir, ont joué un sacré rôle. C'est difficile finalement, Pierre Pellado, de se dire pour un patron, allez, j'oublie le management que j'ai mis en place depuis des années, je fais table rase et je déconstruis tout, ou ça n'est pas si compliqué que ça ? Ça demande beaucoup de courage. Donc il faut accepter en fait de mettre de côté toutes ces certitudes et d'être réellement convaincu que c'est la seule manière de faire pour sauver l'entreprise. C'est une prise de risque ? C'est une prise de risque, mais c'est finalement la seule prise de risque valable, puisque ne rien faire, c'est aussi prendre des risques. En quoi c'est bénéfique ? Parce que ce qu'on demande aux collaborateurs, finalement, on doit aussi pouvoir se l'appliquer, montrer l'exemple. Il faut quand même être l'architecte de ce changement au sein de son entreprise. Pas simplement montrer l'exemple, mais être l'architecte. Il y a une métaphore qui est souvent faite avec le capitaine du bateau. Le capitaine, il est important, mais s'il n'y a pas d'équipage, le bateau ne peut pas avancer. C'est un peu ça aussi, finalement. Dans les entreprises de demain, le capitaine n'a plus du tout le même rôle. C'est-à-dire ? Il n'est plus aux commandes. Ce n'est pas lui qui va dire à la salle des machines avancez, mettez les gaz, etc. Il va laisser ses décisions être prises par ses équipes sur le terrain. Ce n'est pas lui qui pourra prendre la meilleure décision parce qu'il n'est pas au plus près en fait, de ce qui se passe sur le terrain. Il y a des centaines, voire des centaines de milliers de micro-décisions qui doivent être prises sur le terrain tous les jours et le patron ne peut pas toutes les prendre. Donc il doit savoir bien s'entourer, il doit savoir aussi déléguer. Il doit savoir déléguer, mais il doit aussi savoir mettre en place une façon de fonctionner, donc une architecture qui permet aux collaborateurs justement de prendre ces décisions de manière autonome sur le terrain. On arrive presque au bout de ce livre. Ce n'est ni plus ni moins qu'une révolution finalement qui doit s'opérer dans l'entreprise si elle veut continuer à être dans le game. Alors effectivement, notre point de vue, c'est les entreprises qui ne font que digitaliser ce qu'ils font déjà aujourd'hui sont vouées à l'échec. Et les entreprises qui survivront demain sont celles qui iront au-delà du digital. Je voudrais vous interroger sur les paradoxes qui figurent dans ce livre et qui méritent réflexion. Je vous les livre, ils sont notés comme ça et moi ça m'a interpellée. C'est ceux qui vont justement avec la définition du leadership. Ce qu'on demande finalement aux dirigeants, c'est d'être à la fois acteur local et acteur global, de faire de la politique avec intégrité, d'être un héros humble, un exécutant stratégique, d'avoir de l'humanité et être aussi en même temps à la pointe de la techno, d'être un innovateur tout en restant traditionnel, c'est quand même un grand écart qui laisse songeur et qui explique peut-être aussi que la posture soit parfois un peu compliquée à adopter. Oui, ces paradoxes, comme vous le dites, du leadership, sont réellement des paradoxes parce qu'on juxtapose des idées qui semblent être un peu contraires, par exemple la technologie et l'humain, mais c'est le collaborateur en fait qui doit exécuter la stratégie, c'est pas la technologie. La technologie est un enabler. Donc il faut être au fait du potentiel que les technologies offrent, mais à la fin, il faut laisser le collaborateur être maître ou posséder ces technologies pour pouvoir s'en servir au mieux. De même, un
leader doit être un héros, il doit montrer l'exemple, mais il ne doit pas être celui qui dit « Ah, c'est que moi », puisque s'il dit que c'est que moi, c'est que les collaborateurs en fait, ne vont pas se sentir partie prenante de cette aventure. Merci Pierre Pellado. Merci. Vous avez les clés pour écrire la stratégie qui va tracer le chemin de votre entreprise vers demain, avoir un coup d'avance, sentir les changements se profiler, être agile, accepter de faire pivoter son modèle. C'est aussi ce qui fait la marque des grands. Vous avez quelques clés de lecture. Le livre est évidemment à votre disposition. Rendez-vous sur pwc.fr.